Dans un contexte de génocide en cours à Gaza, la France semble emprunter un chemin dangereux, instrumentaliser la lutte contre l'antisémitisme pour museler la parole critique à l'encontre de la politique israélienne, en particulier dans les universités françaises. Les enseignants-chercheurs ou étudiants qui prennent publiquement position contre le génocide en cours à Gaza ou qui dénoncent l'occupation israélienne risquent des sanctions disciplinaires, des suspensions ou des campagnes de diffamation. Des conférences sont annulées, des colloques censurés et des chercheurs mis au banc au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Une atmosphère de peur s'est installée et nombreux sont les universitaires qui préfèrent garder le silence. J'ai tout refusé, quoi. J'ai eu 4 ou 5 invitations et je les ai refusées parce que je me suis dit tout ce que je vais pouvoir dire en fait publiquement risque d'une manière ou d'une autre être utilisé contre moi. La moindre manifestation d'empathie envers les civils de Gaza était effectivement qualifiée d'antisémite de la part des administrations, de la part du gouvernement. C'est dans ce contexte que le 20 février dernier, le Sénat a adopté à l'unanimité un projet de loi prétendant renforcer la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Le texte vient tout juste d'être adopté par l'Assemblée nationale. Dans les faits, ce texte est porteur d'un glissement préoccupant pour bon nombre d'universitaires et de spécialistes du droit international. Pouvoir critiquer un État, ce n'est pas interdit par la liberté d'expression. La liberté d'expression protège les individus. En clair, il assimile toute position antisioniste à de l'antisémitisme. Aujourd'hui, on nous dit donc qu'il serait possible de haïr Israël sans haïr les Juifs. Mais que voit-on en réalité ? Une obsession maladive contre l'existence même d'un État, à 1000 lieues de la critique légitime de la politique d'un gouvernement. Y a-t-il un seul autre pays au monde, un seul, qui fasse l'objet d'une pareille obsession ? Depuis le 7 octobre, comme l'a mis en évidence la récente mission d'information sénatoriale consacrée à ce sujet, une haine des Juifs décomplexée qui se nourrit de la haine d'Israël contamine un grand nombre de nos établissements supérieurs. Blast vous révèle les rouages d'une mécanique de censure faite de pression institutionnelle et de répression politique et académique. Les enseignants-chercheurs sont les premiers visés par cette répression. Exposés publiquement, ils subissent pression, censure et menaces de sanctions académiques dès qu'ils dénoncent les crimes à Gaza ou remettent en cause la politique israélienne. Leur statut ne les protège plus, au contraire, il les rend plus vulnérables. C'est le cas de Véronique Bontemps. Anthropologue et chargée de recherche au CNRS, cette spécialiste de la société palestinienne organise depuis 12 ans un séminaire sur la Palestine à l'École des hautes études en sciences sociales. Le 8 octobre 2023, soit le lendemain des attaques meurtrières du Hamas, elle partage un communiqué du syndicat étudiant solidaire de l'EHESS qui tente de contextualiser les événements du 7 octobre dans un temps long de colonisation israélienne. En gros, le communiqué dit que tout n'a pas commencé le 7 octobre. Véronique Bontemps se retrouve alors immédiatement convoquée par la présidence du CNRS qui lui annonce une procédure disciplinaire à son encontre. C'était un communiqué qui essayait, peut-être un peu maladroitement, mais enfin, en tout cas, de replacer justement l'attaque du 7 octobre dans un contexte, celui de la situation coloniale imposée par Israël sur les Palestiniens depuis maintenant des dizaines d'années. Donc, ce qui s'est passé, c'est après avoir relayé ce communiqué, en fait, sur cette liste, d'abord, la première chose, c'est que j'ai immédiatement été la cible d'attaques très violentes de la part de collègues que je connaissais pas, en fait, enfin, que je connaissais de nom, mais que je connaissais pas personnellement. J'avais certains collègues qui disaient, voilà, c'est l'occasion d'exprimer notre honte d'appartenir à la même institution que Madame Bontemps, qui est manifestement une scientifique médiocre et ne fait que du plaidoyer contre Israël. Et encore là, je suis soft. Hein. Donc, voilà. Donc, on voit bien que il y avait déjà des choses qui existaient avant, que ça a trouvé un espace par lequel s'exprimer. Bon, il y a eu ces premières attaques très violentes qui ont fait que j'ai fait une espèce de mise au point. J'ai dit, mais écoutez, je relaye un communiqué, je partage pas forcément toutes les formulations. Bien entendu, je condamne les massacres des civils, voilà. Et les choses auraient dû en rester là, hein. Sauf que j'ai été saisie en fait par la présidence du CNRS dans un temps absolument record, hein, en quelques jours, d'une procédure disciplinaire. Quand je dis un temps record, il faut savoir que normalement, ce genre de procédure de discipline, il faut que ce soit une personne qui fasse un signalement, ensuite que ça remonte au délégué régional, qui aurait dû me convoquer pour que je puisse m'exprimer, donner ma version des faits, et ensuite ça remonte au président éventuellement, mais ça s'est pas du tout passé comme ça en fait. C'est venu d'en haut en fait, probablement par des collègues qui m'ont balancé
suite aux échanges sur cette liste interne. Donc, j'ai donc été saisie de cette procédure disciplinaire avec un rapport de saisine qui était très ouvertement politique, puisque c'était pour apologie du terrorisme et incitation à la haine raciale. Pour l'emploi de mots, quand on lisait le rapport de saisine, qui était État colonial, apartheid et, la reconnaissance du droit des peuples à se défendre, y compris par la lutte armée. Il n'y a pas que les enseignants-chercheurs qui sont concernés. La répression des étudiants mobilisés pour la Palestine s'est intensifiée depuis octobre 2023, avec une série d'exemples concrets illustrant une volonté claire de museler toute solidarité. Dès les premières semaines de l'offensive israélienne sur Gaza, le ministère de l'Intérieur a interdit plusieurs manifestations pro-palestiniennes, y compris sur les campus universitaires. Ces interdictions, souvent motivées par un prétendu risque de trouble à l'ordre public, ont servi de prétexte pour empêcher tout débat ou action de soutien, même pacifique. Blast a documenté durant de nombreux mois les occupations de Sciences Po Paris, de la Sorbonne ou encore de l'École normale supérieure, toutes réprimées par leur administration, qui n'ont pas hésité à faire intervenir la police. Pourtant, selon Matteo, étudiant à l'ENS et qui témoigne anonymement, une autre voie, celle du débat, de l'échange, aurait pu avoir lieu, mais à la place, on a préféré taxer d'antisémites tous les étudiants qui se sont mobilisés en faveur de la cause palestinienne. Il y a eu un groupe de parole mixte qui a été initié par 2 étudiants israéliens. Il a réuni plusieurs dizaines de personnes qui cherchaient vraiment désespérément à se parler malgré ces injonctions au silence de la part de l'université et de la part du ministère. Et ce qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est que dès novembre 2023, à l'initiative de ces 2 étudiants, on a regardé une vidéo du chercheur israélien Raz Segal, qui est donc un professeur agrégé d'études sur l'Holocauste et les génocides. Et dans cette vidéo, en fait, il exposait les déclarations génocidaires du gouvernement israélien. Et à la fin de la séance, malgré tous nos désaccords et nos différences de point de vue, en fait, de comment on a été exposé au début du récit sur cette guerre, sur ce génocide, en fait, à la fin de la séance, tous les étudiants étaient d'accord pour dire que, au moins, l'argument légal concernant les déclarations génocidaires était légitime. Et que, donc, en fait, c'était vraiment une ouverture au débat. On n'était pas du tout dans les clichés et des rôles qu'on essayait de nous attribuer. Et c'est pour ça que je trouvais que le rôle des administrations de nos universités et du ministère était vraiment choquant. C'est-à-dire qu'ils ont créé un schisme complètement artificiel entre nos communautés. Et voilà, c'était assez frappant de les voir en fait aller à l'encontre d'un mouvement assez naturel qui est celui vers le dialogue, vers le débat, que tous les étudiants cherchaient à avoir. C'était forcément très injuste parce que l'antisémitisme existe et c'est certain, il faut le combattre, mais dans le cadre des premières prises de parole très très timides par rapport au consensus médiatique, en fait, la moindre manifestation d'empathie envers les civils de Gaza était effectivement traitée d'antisémite et qualifiée d'antisémite de la part des administrations, de la part du gouvernement. C'est quelque chose qui est très injuste et qui établit une hiérarchisation des souffrances, qui essentialise la communauté arabe, musulmane à une espèce d'antisémitisme presque naturel et génétique, ce qui en soi est un racisme assez flagrant en fait. Et c'est assez frappant que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à le qualifier en tant que tel. Et vraiment, je pense que en fait, c'est venu miner un débat, c'est venu complètement polariser en fait des communautés entre elles. Conséquence directe de ces procédures disciplinaires et répression des mouvements étudiants, une atmosphère de peur et d'autocensure règne désormais sur le milieu universitaire. La première conséquence, ça a été de me faire taire, tout simplement. Ça a été très efficace. Je veux dire, j'en suis pas particulièrement fière, mais c'est la réalité. Suite au 7 octobre, 7-8 octobre, moi, comme je travaille sur la Palestine, j'ai été sollicitée, comme un certain nombre de mes collègues, à m'exprimer dans les médias pour donner mon analyse de la situation. Et en fait, j'ai tout refusé, quoi. J'ai eu 4 ou 5 invitations. Et je les ai refusées parce que je me suis dit, tout ce que je vais pouvoir dire, en fait, publiquement, risque d'une manière ou d'une autre être utilisé contre moi lors de cette commission. Donc ça a eu un effet très net. C'est-à-dire moi, j'ai eu le sentiment de perdre ma parole. Enfin, j'aurais pu la prendre quand même, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. J'ai peur. Alors, je ne veux pas vraiment me laisser paralyser par la peur parce que le combat pour la dignité et l'égalité, c'est un combat qu'on mène pour les Palestiniens, c'est un combat aussi qu'on mène ici pour notre propre liberté. Mais le fait est qu'effectivement, tout est fait
pour qu'on soit visé, pour qu'on soit ciblé, pour que l'on soit isolé. Et dès qu'une tête dépasse, en fait, elle se fait cibler de façon concertée. Donc effectivement, on est obligé de faire attention. Mais on va clairement pas céder à la peur. Alors, la sanction, finalement, ça a été quasiment rien. C'est vrai que c'était un sketch, un peu, cette commission. Hein. Je veux dire, on avait donc des termes qui sont des termes de droit international. La question du colonialisme, ça renvoie à la violation répétée de résolution des Nations Unies par l'État d'Israël. La question de l'apartheid, c'est quelque chose qui a été reconnu par différentes ONG, Amnesty International, même des ONG israéliennes. La question de la reconnaissance du droit des peuples opprimés à se défendre par la lutte armée, c'est une résolution des Nations Unies. C'est pas, ça sort pas de l'esprit d'un terroriste, en fait. Donc, en fait, ce qui était très intéressant, c'était de voir que si on peut dire, c'était que tous ces termes, en fait, qui sont, je veux dire, soit des points de droit international, soit des points de débat entre chercheurs. Qu'est-ce qu'on peut qualifier d'apartheid ou pas? Dans quelle mesure le colonialisme est différent d'un endroit à un autre? Qu'est-ce qui définit une situation coloniale? C'est vrai, on peut en parler, on peut en débattre, on est là pour ça normalement. C'était directement criminalisé en fait. Il y a même eu une collègue, à un moment donné, qui a dit quelque chose comme Véronique Bontemps... vous dites que Véronique Bontemps n'est pas antisémite, mais Véronique Bontemps travaille au campus Condorcet. Or, on a trouvé des tags antisémites sur le campus Condorcet. Vous voyez le niveau, quoi. Donc, je veux dire, ça en était quand même là. Et heureusement, et puis on en était à débattre de savoir si j'étais une bonne ou une mauvaise personne, si c'était Israël ou la Palestine qui avait raison. Enfin, alors que la question, elle n'est pas là. On est sur une question de liberté d'expression et point barre, quoi. Voilà. Alors, heureusement, donc, j'ai été très bien défendue et au bout du compte, j'ai écopé d'une sanction très, très légère. Un avertissement, quasiment rien. Et après ça, toute la procédure en elle-même, c'était une vraie punition. Hein. Enfin, je veux dire, et c'est vrai que sur le moment, ça m'a beaucoup marqué et c'est vrai que jusqu'à maintenant, je suis, comme vous le constatez, ça continue à me remuer d'en parler. Et c'est dans ce contexte que le projet de loi contre l'antisémitisme a été adopté par l'Assemblée nationale. Mais alors, pourquoi cette nouvelle loi pose problème ? Pour Justine Banyuls, avocate et juriste en droit public qui travaille sur la question de la liberté d'expression dans les universités, le texte vient amener un flou dangereux entre l'antisionisme, qui est la critique de la politique israélienne, et antisémitisme. Un amalgame qui se base sur la définition de l'antisémitisme défendue par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste et adoptée par la France. Une définition très vague qui a notamment permis au gouvernement israélien d'accuser la Cour pénale internationale d'antisémitisme. The anti-Semitic decision of the International Court in The Hague is a modern Dreyfus trial. The decision to issue an arrest warrant against me, the democratically elected Prime Minister of the State of Israel, and our former defense minister, was made by a rogue prosecutor who's trying to extricate himself from sexual harassment charges, and by biased judges who are motivated by anti-Semitic sentiments against the one and only Jewish state. Cette définition-là, elle vient assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme. Et notamment au travers des exemples qui sont promus par cette définition-là. Et donc, en fait, à partir du moment où on viendrait critiquer l'État d'Israël dans sa forme actuelle, on pourrait être suspecté d'antisémitisme et derrière qu'il y ait un déclenchement de procédures disciplinaires, des signalements qui pourraient donner suite à des procédures disciplinaires, à des sanctions disciplinaires et des signalements aussi au procureur de la République qui sont des dispositifs qui existent déjà. Mais en fait, on essaye de promouvoir vraiment par cette législation-là cette définition de l'IHRA à des dispositifs qui existent déjà, tout en promouvant cet instrument de droit souple qui n'est pas contraignant. Et c'est pour ça que les personnes qui promeuvent cette définition-là gardent un instrument pas contraignant, parce qu'ils savent qu'en fait, probablement, s'ils le faisaient rentrer dans du droit dur, si des dispositions de cette définition-là rentraient dans le droit dur, potentiellement, ce texte-là pourrait être cassé par le Conseil constitutionnel, parce qu'en fait, c'est contraire à la liberté d'expression de pouvoir critiquer un État. Ce n'est pas interdit par la liberté d'expression. La liberté d'expression protège les individus, et pas, on va dire, une religion en tant que telle, un État, voilà. Et donc, ça, c'est problématique, et surtout que ça
ça s'inscrit dans un contexte qui est un contexte de mobilisation des étudiants, mais aussi du personnel académique face au génocide à Gaza et dans le reste aussi de la Palestine, et donc qui vise vraiment en fait à terre. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui pensent vraiment qu'ils vont lutter contre l'antisémitisme avec cet instrument-là, mais en tout cas qui vise aussi à faire taire une critique de l'État d'Israël dans ce contexte de génocide. En tant qu'étudiant, pour moi, ce projet de loi est de toute évidence malhonnête. Je ne comprends pas qu'au bout de 16 mois de génocide, maintenant que même les pires soutiens inconditionnels au régime israélien sont en train de retourner leur veste, que l'on puisse encore faire mine de ne pas comprendre la différence entre une idéologie politique coloniale qui s'est muée en idéologie génocidaire aujourd'hui et les personnes juives. Ça, c'est juste choquant. Le problème, c'est que si l'antisionisme en lui-même devient criminalisé, à ce moment-là, ça ouvre la voie à tous les soupçons et puis à toutes les dérives autoritaires, en fait. Est-ce que je vais pouvoir continuer à faire mes cours sur le sionisme, en fait? Enfin, je sais pas, vous voyez. Le simple fait de parler d'antisionisme, ce sera autorisé. Enfin, c'est ça qui m'inquiète. Ce projet de loi, qui a été initialement porté par les sénateurs centristes Pierre-Antoine Lévy et Bernard Filler, a été écrit notamment avec la consultation de l'Union des étudiants juifs de France, un syndicat étudiant connu pour ses prises de position pro-israéliennes. Et il y a une dynamique qui est terrible, c'est celle du raccourci permanent. On fait des raccourcis. Donc une guerre devient un risque de génocide selon la CIJ, devient un génocide et c'est asséné à longueur de journée. Le fait de soutenir l'existence de l'État d'Israël devient soutenir un génocide. C'est ces raccourcis-là et on est encore là-dedans. Les membres de l'UEJF n'ont pas hésité à s'afficher fièrement en compagnie du président israélien Isaac Herzog durant le génocide en cours à Gaza. Ce même président a signé des missiles qui ont fini sur la population civile gazaoui. Le syndicat étudiant s'était déjà fait remarquer comme un soutien de la politique de colonisation israélienne en août 2022, lorsqu'il a organisé ses journées d'université d'été à Kiryat Arba, une colonie israélienne située en Cisjordanie, qui est illégale au regard du droit international. Et depuis le 7 octobre 2023, l'UEJF s'est fait une spécialité d'empêcher toute mobilisation des étudiants en faveur des Palestiniens. Comme dans cette vidéo où on voit un militant du syndicat étudiant crier seul par terre et qui feint de se faire agresser lors d'une conférence sur la Palestine. Heureusement, les militants ont pu filmer l'ensemble de la scène et ainsi dévoiler la supercherie. Enfin, la loi prévoit la création d'une section disciplinaire commune aux établissements d'une même région académique, présidée par un magistrat administratif, pour mutualiser la charge disciplinaire entre les établissements. Cette nouvelle instance, directement sous le contrôle du recteur, porte atteinte au principe même d'indépendance des établissements d'enseignement supérieur. Et selon François Dubuisson, spécialiste du droit international et enseignant à l'Université libre de Bruxelles, cette spécification n'a aucun intérêt puisque la loi française et européenne est déjà capable d'identifier les discours antisémites. L'antisionisme va être considéré très largement comme relevant de la liberté d'expression. C'est-à-dire que, s'agissant de critiquer les diverses politiques israéliennes qui sont encore actuellement menées au nom du sionisme, revenir sur l'histoire de la création de l'État d'Israël et de la Nakba, considérer que ça a impliqué des politiques contraires au droit international dont on perçoit d'ailleurs toujours les effets actuellement, ça relève évidemment d'un droit de critique parfaitement admissible. Et ça a d'ailleurs amené un certain nombre d'instances des Nations Unies, notamment des rapporteurs spéciaux compétents en matière de droits humains de manière générale et de liberté d'expression en particulier, à très largement critiquer, d'autant que lorsqu'on qualifie un discours d'antisioniste, on ne sait pas très bien d'ailleurs de quoi ça retourne. Ça peut viser en réalité des tas de discours extrêmement divers et variés. Il est rare qu'un discours se qualifie d'ailleurs lui-même d'antisioniste. Donc c'est souvent une qualification qu'on va poser de l'extérieur pour ensuite essayer d'aller un cran plus loin et de l'assimiler
à de l'antisémitisme. Ça ne veut pas dire que dans le contexte des débats liés au conflit israélo-palestinien, il n'y a pas des discours réellement et authentiquement antisémites, mais ça, on peut assez aisément, si je puis dire, les identifier au regard de critères assez communément admis, c'est-à-dire est-ce qu'on vise les juifs comme tels, est-ce qu'il s'agit bien d'un discours d'incitation à la haine ou d'incitation à la discrimination visant cette population. Donc elle a toujours clairement tracé la distinction entre les éléments qui porteraient sur une critique de la politique israélienne, qui relèvent d'un débat d'intérêt général qui est particulièrement protégé par la liberté d'expression. Et cette liberté, elle peut aussi viser selon les termes de la Cour, des idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. Donc on ne doit pas forcément être dans un discours consensuel. Et puis ce qui dégénérerait en discours de haine. On a par exemple eu des affaires concernant Alain Soral ou concernant Dieudonné. Et à chaque fois, quand bien même les termes sionistes par exemple étaient utilisés, en analysant convenablement les discours, en tenant compte du contexte, de la qualité des auteurs concernés, on a pu considérer que il y avait bien là des discours antisémites. Mais à chaque fois, il est bien fait la distinction entre les débats relevant de l'intérêt général et pouvant porter sur la critique, même très sévère, même exagérée, de la politique israélienne, et puis des discours qui, en réalité, visent les juifs et s'appuient sur une pseudo-critique du sionisme à des fins de prétexte pour tenir des discours antisémites. On n'a pas besoin de définition. On n'a pas une définition du racisme anti-noir, on n'a pas une définition du sexisme visant les femmes, on n'a pas de définition du racisme anti-musulman, on n'a pas besoin de définition en réalité. On doit simplement vérifier qu'il y a bien des éléments de langage dans le contexte, compte tenu de la personne qui s'exprime, qui consiste à inciter à la haine raciale visant un groupe particulier, ici qui serait le groupe des personnes juives. Ce projet de loi, sous couvert de lutte contre l'antisémitisme, inquiète profondément le monde universitaire, car il risque d'ériger en dogme une définition floue et instrumentalisée du concept, confondant critique d'un État et haine raciale. En l'imposant dans l'enseignement supérieur, il devient un nouvel outil de censure, menaçant la liberté académique, le débat critique et le droit à la solidarité, en particulier envers la cause palestinienne.